Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la philosophie des sciences. Un groupe de vidéos est consacré pour ce thème et dans chaque vidéo, nous allons parler d'un certain nombre de points. On va soulever un certain nombre de questions bien particulières. Allons-y, commençons. La philosophie, c'est l'art de penser par les autres et non pas de penser par soi-même. Penser par soi-même, c'est plutôt dégager ou sortir, si vous voulez, des idées reçues. Ou si vous voulez encore, penser par soi-même, c'est parfois opinionner et parfois se qu'opinionner. Avant de penser, il faut élargir le champ de son intellect, le champ de son esprit, le champ de ce par quoi un humain, on est un humain. Ou si vous voulez, tout court, élargir le champ de sa raison. Pour cela, il est recommandé de lire beaucoup de livres tout au long de sa vie. Le but de la lecture d'un livre est évident, c'est soit vous émouvoir, s'il s'agit d'un roman, ou alors ça va vous faire penser si c'est un essai. La philosophie des sciences est différente de la philosophie tout court. En philosophie, généralement, on argumente beaucoup, mais il n'y a aucun moyen pour savoir si nos idées sont correctes et justes ou, au contraire, elles sont erronées et fausses, à part la logique, bien sûr. Alors qu'en philosophie des sciences, en plus de la logique, il y a le critère de réfutation qui permet la validation ou le rejet de la part de la nature, de la part de la réalité du monde matériel dans lequel nous nous trouvons. Karl Popper. Pour l'épistémologue Karl Popper, il convient d'admettre que les observations qui coïncident avec les prédictions des hypothèses ne permettent pas de conclure à la véracité de la théorie. La raison vient du fait qu'on ne voit que ce que l'on veut bien voir, biais cognitif de confirmation. Et en revanche, si l'expérimentation prend en défaut la théorie, c'est-à-dire si les observations attendues ne se réalisent pas, on peut, en toute rigueur, conclure que la théorie est fausse. De ce fait, une science ne peut être considérée comme vraie, elle peut au mieux se prévaloir d'être provisoirement vraie ou jugée comme non fausse, selon le critère de réfutabilité. Si aucun fait expérimental ne vient infirmer la théorie, celle-ci est corroborée. Et à l'inverse, un seul fait expérimental, une seule observation, ne corroborant pas la théorie, suffit à l'infirmer. La théorie est alors reconnue comme fausse. Ce qui relève de la science. Dans la conception de Karl Popper, un énoncé scientifique est donc un énoncé qu'il est possible de réfuter pour en tester sa validité. Si un énoncé ne présente pas les conditions nécessaires à sa réfutabilité, cela signifie qu'il est impossible, a priori, de tester ses hypothèses. Il ne peut donc prétendre avoir une valeur scientifique. On se trouve dès lors en présence d'une pseudo-science comme la psychanalyse freudienne.
Gaston Bachelard. Gaston Bachelard est le philosophe de la philosophie ou l'auteur de la philosophie du non. Pour Gaston Bachelard, la science peut proposer des hypothèses. Elle peut bien proposer des idées. Mais ces hypothèses et ces idées reçoivent de la part de la nature, parce que ces hypothèses, ces idées, ils sont censés décrire justement cette nature. Et donc, la science peut proposer des hypothèses, des idées qui reçoivent de la part de la nature, qui est censée être décrite justement par cette hypothèse, une réponse négative. Autrement dit, le scientifique peut se trouver dans des situations où la nature lui dit non, vos hypothèses ne sont pas les bonnes. Un scientifique ou tout autre individu, dans son intérieur, sa raison est appelée esprit ou intellect. Mais à l'extérieur, elle a une altérité, une pluralité, ou si vous voulez, une hétérogénéité, qui s'appelle la réalité physique. Parfois, on trouve en science des résultats expérimentaux ou théoriques qui correspondent à ce que Maurice Merleau-Ponty appelle des découvertes philosophiques négatives, c'est-à-dire des résultats qui, lorsqu'on déploie toutes les implications qui viennent contraindre ou éclairer l'ensemble des réponses philosophiques que vous pouvez apporter à une question philosophique, comme par exemple la question du temps. Et donc, le scientifique apporte des résultats, des réponses qui peuvent être aussi bien expérimentaux ou théoriques, et ces résultats, ils éclairent la lanterne de tous les philosophes. C'est ce que Maurice Merleau-Ponty appelle découverte philosophique négative. Alors maintenant, on est obligé de poser la question suivante. Comment parvenons-nous à connaître les objets que nous connaissons? Traditionnellement, on a toujours présenté une théorie de la connaissance sous réserve qu'elle satisfait certaines conditions minimales. Pour qu'une théorie de la connaissance soit envisageable, elle doit au moins et d'abord distinguer le sujet qui connaît et l'objet à connaître, et qu'une expérience cognitive minimale est requise. Pour accepter une théorie de la connaissance et pour qu'elle ne soit pas une pure abstraction, il faut une expérience minimale de véritable séparation entre la réalité et ce que j'en perçois et crois en comprendre. C'est de cette séparation que parle Hegel dans le premier chapitre de la phénoménologie de l'esprit. Il dit « La conscience s'éprouve d'abord dans la certitude sensible, c'est-à-dire la conviction que les sens ne nous trompent pas, et en découvrant l'extrême précarité de son savoir, elle finit par se désespérer d'elle-même pour se résoudre à la nécessité d'une réflexion théorique sur son pouvoir de connaître. Il dit « L'objet, ce n'est pas moi.
l'objet a sa propre réalité autonome, j'ai la mienne, comment faire pour le connaître? Ou si vous voulez, en reprenant les termes propres de Hegel, comment ce qui est en soi peut devenir pour moi? La connaissance passe par ou passe à travers une relation entre le sujet et l'objet. Cette relation est une structure opérative ou encore une structure cognitive. La théorie de la connaissance est une mise en relation d'un sujet et d'un objet qui se fait par le truchement d'une structure cognitive. Piaget nous dit chaque fois qu'on énonce une phrase traduisant un savoir, les trois éléments, sujet, objet, structure cognitive, se trouvent mobilisés. Piaget nous donne deux exemples. Le premier exemple relève d'un objet particulier. Dans la phrase « La sardine est un poisson », cette proposition manifeste qu'un sujet procède à une classification au terme de laquelle il identifie un objet particulier, en l'occurrence la sardine, comme appartenant au genre poisson. Le deuxième exemple de Piaget relève d'un objet général. La phrase « Les corps s'attirent proportionnellement aux produits de leur masse respective et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare », c'est la loi de Newton. F égale une constante G fois M1, M2 sur D carré. Dans cette proposition, un sujet, qui est Newton, il met les objets de l'univers en relation cognitive F égale G, M1, M2 sur D carré, relation qui est composée des coordonnées spatiales de fonctions de nombres, etc. La physique déplace toujours et continuellement la relation entre les objets et le sujet. Et on pourrait même dire que la physique dialectise cette relation sujet-objet. Une théorie de la connaissance digne de ce nom se doit de préciser l'origine de la nature des structures cognitives que le sujet doit solliciter et envisager pour décrire l'objet auquel il est confronté. Et alors donc, différentes typologies peuvent alors être faites sur cette source. La source peut être le sujet lui-même, ou alors, au contraire, l'objet, ou si vous voulez, à la fois le sujet et l'objet, ou exclusivement la relation entre le sujet et l'objet, ou encore ne relevant ni de l'un ni de l'autre. Et bien sûr, ceci, ce sont des propositions. Vous pouvez bien trouver d'autres. Par conséquent, les différentes théories de la connaissance correspondant à ces éventualités sont possibles. Donc nous voyons que lorsque la source est le sujet, nous sommes devant l'idéalisme, l'école de l'idéalisme. Lorsque la source est plutôt l'objet, c'est l'empirisme. Lorsque ça relève à la fois du sujet et de l'objet, c'est le constructivisme. Quand on parle d'une source qui est exclusivement la relation entre le sujet et l'objet, eh bien c'est le structuralisme. La situation où la source
ne relève ni de l'un ni de l'autre, ça c'est un idéalisme platonicien ou un gnosticisme ou autre. L'idée simple derrière ces différents choix est qu'une théorie de la connaissance doit évoluer la part qui revient au sujet de celle qui revient à l'objet. Et alors, plusieurs situations sont possibles entre deux extrêmes. La première, ça consiste à dire que la connaissance n'est que le résultat d'enregistrement dans le sujet d'informations déjà organisées dans le monde extérieur. La deuxième, c'est à l'inverse, ça consiste à dire que la connaissance est produite par le sujet qui possède la faculté d'agencer les données immédiates de la perception. Et bien sûr, nous savons tous le grand débat lié justement à ces deux extrêmes dont Descartes, Leibniz, Locke, Berkeley, Comte. Galilée a dit, dans son livre L'Essayeur, le langage de la nature est le langage des mathématiques, sans lequel il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot. Et donc, en relation avec ces deux extrêmes dont je viens de parler, que voulait-il dire par le qualificatif humainement? Est-ce qu'il voulait dire que les mathématiques sont le langage du sujet exprimant comment il interroge la nature et l'appréhende, ou, à l'inverse, les mathématiques sont le langage que lui impose la nature s'il veut la connaître? Nous allons voir tout au long des vidéos consacrées pour ce thème de la philosophie des sciences que les mathématiques sont en fait le treuil qui permet aux scientifiques d'être au contact, de toucher la réalité. Je vous remercie pour cette écoute et à la prochaine vidéo.